Bienvenue Bonjour pour Julia. ce deuxième regard croisé. Aujourd'hui, on va entamer la thématique de la remobilisation. Donc, merci de votre présence. Se remettre en condition durable d'un succès, d'une trajectoire. Marie-Laure Brunet, qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Et on avait envie de vous demander, avec Jean-François, qui m'accompagne aujourd'hui, tout simplement, remobiliser ses énergies. Pour vous, ça veut dire quoi? Bonjour à tous. Je m'appelle Marie-Laure Brunet. J'ai fait du biathlon à haut niveau pendant 10 années. J'étais double médaille olympique et j'ai aussi remporté 9 médailles mondiales. Et surtout, j'ai fini en burn-out ma carrière. Ça a été un point très important en fait dans ma trajectoire pour le coup, puisque cette sortie de piste m'a obligée à me poser vraiment des questions sur le sens, le pourquoi en fait je faisais du sport de haut niveau, et est-ce que cela suffisait justement à m'épanouir à ce moment-là. Et donc, au bout de 3 mois de longue réflexion, je me suis rendu compte que non. Donc, j'ai mis un terme à ma carrière assez précocement, puisqu'à 25 ans, j'ai arrêté le biathlon. C'est quelque chose qui m'a animée dans la seconde partie de ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne des athlètes, mais aussi des managers, des chefs d'entreprise, à pouvoir allier performance durable et bien-être. Ça résonne beaucoup avec la période, hein. Beaucoup ont oublié que la mobilisation, à l'origine, on met son énergie au service d'un projet qui nous dépasse. Donc d'une cause. Jean-François? Il y a eu plusieurs périodes de remobilisation dans votre carrière. Et quelle est celle qui vous marque le plus? Alors, il y a une qui me marque particulièrement, c'était en 2012. En fait, j'ai commencé finalement à être dans une fatigue chronique en 2011. J'ai mis un terme à ma carrière en 2014, donc 3 années dans le dur. Et en 2012, il y avait des championnats du monde en Allemagne à Ruhpolding, et c'était vraiment un championnat que j'avais vraiment marqué dans mon calendrier parce que c'est un lieu que j'apprécie. Mais au mois de janvier, j'étais déjà en sur-régime, donc j'arrivais pas à être à mon niveau. Et il se trouve qu'on a eu 15 jours pour préparer les mondiaux. Et en fait, pendant 15 jours, j'ai vraiment fait les choses aux sensations, au feeling. Sur ces mondiaux-là, j'ai réussi à décrocher 3 médailles. En interview, on me dit, mais Marie-Laure, qu'est-ce qui s'est passé entre il y a 2 semaines et là? Je dis, en fait, j'ai pris le soleil et puis j'ai mangé du foie gras et ça m'a fait du bien. C'était à peu près ça, en fait. Alors, est-ce que c'est un régime qui est diffusable au plus grand nombre ou est-ce qu'il est individualisé? Un des piliers, en fait, c'est de savoir écouter son corps, son intuition. Et c'est des choses qu'on oublie de plus en plus parce qu'on n'est pas forcément éduqué. À quoi on le voit? Moi, je pense que c'est important d'arriver à être un peu plus observateur et témoin de ce qui se joue pour nous. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, ça s'apprend. Timothy Galloway travaillait sur la préparation mentale, c'était un des tout premiers. Et il disait qu'il y avait 2 mois, il y avait un mois en compétition, qu'il laissait pas faire le corps, qu'il retenait. Et ce lâcher-prise dont tu parles et ce moment-là, foie gras et soleil, je pense que c'est un moment où on redonne au corps toute sa place et on le laisse faire. C'est vrai que la notion de plaisir, on y revient souvent, que ce soit dans l'alimentation, et on voit que 2 personnes peuvent s'alimenter exactement de la même manière, avec les mêmes besoins à la base. S'il n'y a pas de plaisir qui est associé, l'assimilation des aliments ne se fera pas de la même manière. Donc, et pareil pour la motivation, la remotivation, la remobilisation. Si tu n'as pas envie, tu ne fais pas grand-chose. À partir du moment où il y a ce signal d'aller vers autre chose, on commence par quoi? On fait comment pour un peu concentrer ses énergies plutôt que de les voir un peu se diffuser, partir dans tous les sens? Je pense qu'on doit chacun avoir notre propre stratégie qui correspond justement à notre singularité. Mais me concernant, je sais que j'ai besoin de me retrouver seule en fait. Donc moi, dans ces moments-là, je pars toute seule dans un endroit où je coupe mon téléphone. Ou par exemple, en 2014, quand j'ai arrêté, je suis partie en Alaska. Je me suis dit, il faut que Oui. je parte loin, quoi. C'est pas la banlieue parisienne, mais ça peut marcher aussi. Et en fait, c'était hyper important pour moi parce que justement, il y avait plein de personnes qui auraient pu venir interférer dans ma prise de décision alors que je ne les sollicitais pas. J'essaie de vraiment pas forcer. Et puis, il y a un jour où ça devient clair et là, je me dis, OK, là, je le sens profondément et donc, c'est la bonne option. Il y a vraiment une incompréhension, je ne sais pas si vous partagez, mais sur cette histoire d'intuition. Imaginez que l'intuition, c'est la boule de cristal. Comme si c'était une projection totalement fantasmagorique versus une capacité aussi à aller voir des signaux qui me sont envoyés
que j'écoute pas forcément. Et c'est intéressant, tu dis qu'il y a une dimension un peu du temps. Cette notion de repère fondateur, qui est une notion qu'on a développée et portée avec Jean-François, c'est une idée très simple, c'est de dire repère PAIRE versus repère PERE. Et quand on est en difficulté ou quand on est dans le doute, quand on perd la projection positive de soi dans le futur, on a tendance à aller vers des repères PAIRE, c'est-à-dire une zone, la vraie zone de confort, au sens, c'est là où précédemment, j'avais du résultat. Parce que j'avais des habitudes, voire j'avais de la reconnaissance des tiers, des gens qui sont importants pour moi. Ces repères, ils sont tentants, ils nous tirent vers quelque chose, mais c'est rarement pour aller vers demain. En fait, ça nous ramène un peu vers hier. De l'intérêt des repères PERE, comment est-ce que je m'oriente vers demain et moi, je décide des éléments qui vont me guider vers cette progression. Moi, ce que j'observe quand je me remets en tout cas dans la bonne dynamique, c'est qu'il y a des signes positifs qui arrivent. D'accord. Donc, et finalement, quand je suis bien alignée, que je suis là où je dois être, la vie se charge du reste. Donc pour moi, voilà, j'identifierais comme ça. Mais après, ça ne veut pas dire être passive. J'ai toujours fonctionné avec des grands objectifs à très long terme. D'accord. Et puis arriver à projeter quand même des jalons sur le moyen terme pour faire des points d'étape et me dire ok, il se peut qu'il y ait des chemins détournés, mais ça contribue quand même à me faire avancer vers mon objectif final. Est-ce qu'il y a des moments où ça oblige à modifier peut-être la préparation, peut-être la technique même? En tout cas, ça c'est quelque chose que je mesure maintenant, que je suis de l'autre côté en fait de la scène. Quand j'accompagne les athlètes, vraiment je les amène à avoir cette dimension-là et arriver à s'adapter. C'est ça. Ouais. Vraiment être agile selon le contexte, leur testage CRV, parce que c'est vraiment un outil qu'on utilise. Mais quand j'étais athlète, typiquement, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Parce que j'étais trop centrée sur l'objectif et surtout, du coup, que j'avais aussi des personnes autour de moi qui ne m'amenaient pas à prendre la hauteur nécessaire et du coup, de trouver une nouvelle façon de fonctionner, notre stratégie. Donc moi, à 24 ans, 25 ans, j'étais un peu coincée en me disant je vais faire comme ça marchait avant. Ouais. En fait, c'est cuit et ça marche pas. Je vais rebondir justement par rapport à ce que tu disais. Quand, certes, on n'apprend pas à s'écouter, c'est un apprentissage, mais même quand on veut le faire, quand on a la volonté et l'envie, parfois, il y a trop de bruit autour, en fait. Donc, quand tu parlais de prendre du recul au sens propre comme figuré, parce que là, l'ASCA, je pense que tu peux faire difficilement plus loin. Et il y a le corps, mais il y a aussi le mental, il y a l'émotionnel, il y a le social. Et c'est ça qui va déterminer notre niveau d'énergie global. Et c'est sur ces différentes variables-là qu'on peut jouer. Nous, chez HRV, donc, on détermine 8 profils différents, dont 5 qui sont dans des typologies de fatigue différentes. On a d'abord un premier outil de mesure qui est l'analyse de la variabilité cardiaque, mais qui n'est qu'un outil de mesure. Où tu es un petit peu déficient en termes d'énergie, il y a des remédiations qui sont proposées en fonction de la typologie de fatigue et de toi, tes préférences, ton mode de vie. Il y a des leviers qui sont dans ton corps que tu peux mettre en action et qui vont justement te permettre de sortir de cet état de fatigue chronique, de burn-out ou autre. Ça fait écho parce qu'aujourd'hui, si on a un dirigeant dans le monde de l'entreprise ou si on a un leader qui veut assumer des responsabilités dans l'intérêt du collectif, on a besoin d'énergie. C'est aussi se connaître pour ne pas être sur des modes de fonctionnement internalisés qui ont pu générer du résultat à un moment donné, mais qui peuvent aussi générer de la souffrance. Ce terme qu'on a mis en avant de repère fondateur, pour des moments qu'on a vécus et qui, en fait, inconsciemment, après, dirigent notre énergie. J'ai vu que tu avais raconté un peu quelle était la première fois où tu t'es dit peut-être que je ferais du biathlon. Moi, j'ai toujours pratiqué le ski. Donc, je viens des Pyrénées. Donc, je pense que quand j'ai su marcher, je suis montée sur des skis. Donc, ski alpin puis ski de fond. Et puis, assez rapidement, je me suis vraiment orientée sur le ski de fond parce que j'aimais l'effort. C'était un soir de février 2002. C'était pendant les Jeux de Salt Lake City. Ce soir-là, mes parents m'avaient autorisé à regarder la télé un peu plus tard que d'habitude. Je devais avoir 14 ans. Raphaël Poiré venait de décrocher une médaille olympique pour la France. Et c'est comme ça que j'ai découvert le biathlon. Et je me suis dit, mais en fait, ce sport, c'est génial. Je fais déjà du ski de fond, je n'ai plus qu'à me mettre au tir. Tout à l'heure, je parlais d'intuition et c'est vraiment quelque chose que j'ai senti. Et là, je me suis dit, mais vas-y, fonce. Alors que, objectivement, mes chances étaient minimes. D'accord. Parce que j'étais plutôt feignante quand j'étais petite.
Donc, D'accord. c'est-à-dire que j'arrivais en forme en fin de saison à force de faire des compétitions parce que je m'entraînais pas. Et que même dans les Pyrénées, j'avais du mal à gagner des courses. Par contre, j'avais ce rêve. Donc, je suis rentrée au Pôle Sport à Font-Romeu. Là-bas, j'ai rencontré Martin Fourcade. On était dans la même classe. On a fait notre année de troisième, l'année du brevet à Font-Romeu. Et après, on s'est dit, bon, bah là, il faut qu'on négocie avec nos parents pour voir s'ils sont OK de nous laisser partir. Et on a été pris tous les deux à Villars, alors que je crois qu'on ne remplissait pas forcément les critères. Mais l'entraîneur, je pense qu'il s'est dit, bah là, il y a 2 jeunes qui sont prêts à faire 600 km pour venir ici, je les prends. Donc lui, en fait, il est parti en négociation pour le coup avec l'établissement pour qu'on puisse rentrer hors critères. Et On le remercie. Hein. voilà, c'est clair. Bon, l'automne a été rude parce que c'était quand même pas évident pour moi d'intégrer un groupe Jeune. jeune. Voilà, il fallait trouver une famille d'accueil. Enfin voilà, il y a tout un contexte qui était compliqué. Et c'est vrai qu'arriver aux premières courses, c'était pas gagné. Et ce jour-là, en fait, mes parents, c'était juste avant Noël, donc mes parents étaient venus pour voir les compétitions. Et en fait, avec Martin, tous les deux, on a gagné la course. Et il se trouve, mon père, après coup, il m'avait dit, bah, moi, quand j'ai regardé la liste de résultats, j'ai commencé par la fin et je remontais. Sympa, quoi. Mais parce que vu, en fait, les retours que moi, je lui faisais sur comment je vivais la chose l'automne, ben, même moi, je m'attendais pas à gagner. Et en fait, cet hiver-là, tous les deux, avec Martin, on est champions de France cadet. Et c'est vraiment le début de l'aventure. Certains parents mettent beaucoup de pression sur leurs enfants. On l'a vu notamment avec les parents dans le tennis. C'est toujours intéressant quand il y a une exigence sur le résultat qui est très faible, qui vient des parents, mais qui a une exigence sur le comment. Et quand il y a cette exigence-là, on a toujours des enfants qui performent beaucoup plus vite que ceux à qui on met une grosse pression sur le résultat. Pression d'enjeu. Et généralement, ça va même plus loin quand on regarde les résultats, c'est qu'ils gagnent une fois et ils ne regagnent pas après. On a donné le syndrome de Noah là-dessus, qui avait gagné, qui rêvait plus après, parce qu'il avait atteint le rêve de son père. C'est assez intéressant d'entendre ça, parce que ça veut dire qu'il n'y avait pas cette exigence forte. Il y avait juste une exigence de est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu es bien intégré, enfin, c'est ce que je comprends. Ouais, et puis c'était la même chose scolairement. Ouais, c'est ça. Quand Ouais. même, c'était même pour eux, c'était quand même. On n'a jamais parlé de sacrifice à la maison. Mes parents, ils ont fait en sorte que je puisse réaliser mes projets. Ma sœur, pareil. Mais scolairement, ils m'ont jamais mis la pression. J'espère pouvoir arriver à avoir la bonne distance comme mes parents l'ont fait avec moi, parce que j'aurais pas pu rêver mieux en termes d'éducation. Tu sais, Jean-François, que repère, on a un peu parfois oublié, c'est repère, hein, c'est retour au père. Oui. Donc il y a la symbolique, et je rassure tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, remère, ça marche très bien, et non-genré, R aussi. Moi, mes repères personnels, ce qui m'a construit, ce qui m'a permis à un moment donné d'aller générer de la performance, ou qui m'a programmé, comment je fais pour me dire que ce n'est pas forcément ceux dont ont besoin ceux que j'accompagne après derrière. Est-ce que par exemple sur un moment, tu as pu avoir peut-être des interlocuteurs, des entraîneurs ou un écosystème, tu en parlais tout à l'heure, qui t'ont aidé aussi à te remobiliser pour trouver toi tes ressources, Marie-Laure? J'aurais aimé, mais c'est pour ça que je fais ce métier. Et aujourd'hui, justement, c'est quelque chose que je prends finalement en pleine figure quand j'accompagne des biathlètes. D'accord. Parce que justement, moi, je me dois d'être dans une position de neutralité. Et donc, quand je suis en accompagnement, je ne suis pas dans le rôle de conseil. Ou alors, c'est de vraiment changer de posture en conscience et de le mentionner, de savoir où est-ce qu'on campe pour pouvoir justement ne pas être dans la projection. Et donc, quand j'accompagne des biathlètes, clairement, c'est de les aider, eux, à trouver leur mécanisme de réussite, plutôt que de dire moi j'ai fait comme ça et ça marche, parce que ça ne serait pas le cas. J'avais 2 biathlètes qui étaient aux Jeux Olympiques. J'essayais plutôt de les amener sur du travail, donc sur vraiment des axes à mettre en application, en forcément en les questionnant sur eux, leur ressenti au fur et à mesure que l'enjeu se rapprochait, mais qu'ils aient des ressources pour pouvoir revenir dans l'immédiateté de l'événement par la technique, plutôt que par le résultat, l'enjeu et tout ça. Basique, oui. De revenir sur des fondamentaux. De toute façon, c'est la base. Refaire ses gammes, et pour ça, il faut vraiment avoir identifié des fondamentaux qu'on a répétés et à l'entraînement et sur les compétitions, et pour pouvoir se dire, OK, quand je fais ça, ça fonctionne, et donc pouvoir s'y accrocher quand justement l'enjeu essaie de nous sortir de notre trajectoire. C'est quelque chose qui remet la spirale en place. Ouais, et c'est souvent quelque chose mais je dirais que c'est humain, qu'on a tendance à oublier, parce que
l'enjeu, les objectifs nous amènent à vouloir toujours aller vers des choses peut-être plus complexes. Et finalement, parfois, revenir juste sur les fondamentaux, ça remet tout d'aplomb. C'est aussi pour ça qu'on a, nous, sur notre partie, voulu créer C2R, pour permettre d'avoir un modèle et un référentiel. Mais c'est pour donner des points de repère. On en parlait tout à l'heure. Comprendre qu'en fait, il y a des phases de démobilisation. On descend plus vite qu'on ne remonte. Quand on commence à être sur ce doute-là, où cette démobilisation, le moindre facteur peut faire, c'est un peu comme un siphon qu'on descend, et c'est très dur de remonter. De toute façon, toutes ces variables-là, on les voit. Hein, Ah ouais? Et tu le vois très bien sur les courbes, en fait. Tu peux, donc forcément, il y a plein de facteurs à prendre en compte, mais tu peux avoir un tout petit facteur qui va faire baisser, et là, toute la courbe va s'effondrer. Souvent, c'est lié à la sphère émotionnelle, donc ça va être une prise de tête avec l'entraîneur ou avec son À la conjoint maison, ou des voilà. choses comme ça. Et c'est pour ça que c'est important, et c'est la même chose en entreprise, de ne pas cloisonner, en fait. Parce que plus on cloisonne, plus du coup on est vulnérable finalement aussi à ces phénomènes-là. Que ce soit l'entraîneur, le manager, doit aussi aller questionner justement tout le contexte, l'environnement de la personne qui l'accompagne. Amener l'autre à justement poser une demande. Sur un entretien, par exemple, qui est l'entretien de remobilisation d'un collaborateur ou d'un interlocuteur qui est en baisse d'énergie, en légère perte de résultats, qui a des premiers signaux qu'il envoie où il ne demande pas forcément de l'aide, mais où du coup le manager, le leader peut déclencher cet entretien, pas avec l'idée, ce qui est le cas de ce qu'on voit partout, d'apporter ses solutions. On croit, quand on est manager, que avoir confiance en quelqu'un va être réciproque. Sous-entendu, si j'ai confiance en quelqu'un, mon interlocuteur lui aussi, et même tu vas réussir, on est certain que tu ne peux pas ne pas réussir, mais ça ne veut pas dire que soi-même intérieurement, on se sent en confiance. Et un signal qui marche bien, plutôt que de dire je vais te proposer de venir dans mon bureau, j'aimerais qu'on en parle, ou déjà mentalement ça devient la sanction. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, et peut-être que j'ai rien demandé. Et je vais lui dire tiens, j'ai vu depuis quelque temps que si tu veux, ce serait peut-être intéressant d'en parler. Le seul fait de faire ça, souvent il va dire non, c'est pas un sujet, tout va bien. Vous allez voir que dans 2 heures, il va vous appeler, il va dire tiens, j'ai un entretien qui s'est annulé. Si tu veux, on peut échanger. Et là, je reviens dans la première émission. On confond la volonté et le plaisir à faire. Comment on peut, en tant que manager ou en tant que sportif, mesurer ces degrés de fatigue sans tomber dans le côté non mais c'est pas grave, je suis motivé, t'as pas mal, continue. Ce terme de surentraînement. C'est pas qu'il y a trop d'entraînement, c'est juste qu'il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de l'équilibre. Et donc après, on ne sait plus si c'est le mental ou le physique qui a commencé à pêcher. Mais en tout cas, c'est de pouvoir remonter, identifier quel a été le point qui a engendré ce déséquilibre-là. Les signaux, il y en avait beaucoup, mais je les regardais passer. Un athlète qui est en surentraînement, ça va être beaucoup de cogitation, c'est du mal à s'endormir, des réveils nocturnes. Voilà, je montais 3 marches d'escalier, j'avais mal aux jambes. Et puis oui, c'est comme il y a un mal-être, un manque de stabilité. Donc voilà, c'est tous ces signaux-là qu'il faut arriver à identifier et puis à être accompagné pour justement arriver à en sortir. Le parallèle, ça va être le collaborateur, dès qu'il va faire un effort qu'il savait faire avant, et qui, si on regarde techniquement en termes d'énergie dépensée, n'est pas énorme, s'il n'a pas le résultat dans l'environnement, en fait, s'arrête. Et je trouve ça vraiment important ce que tu dis aussi, parce que c'est rare de pouvoir aller sur ce volet-là, c'est une espèce de croyance selon laquelle le faire toujours plus va générer d'aller vers mieux, voire même culpabilisant, sous-entendu l'humilité mal placée, parce qu'on différencie difficilement l'excellence et une forme de jusqu'au-boutisme ou perfectionnisme, qui est un mécanisme indirect qui nous amène de toute façon, d'autant plus si le challenge est difficile, à être déçu quand on n'y arrive pas. Quand j'étais athlète, j'étais quelqu'un d'ultra motivé, mais du coup, au point de nier en fait ce qui se passait. Ouais. Oui, ça. Ouais, c'est ça. Donc j'en ai même nié en fait les résultats du test HRV. Donc c'est quand même fort. Mais il doit y avoir une erreur avec le test. Ils se sont trompés. L'intérêt du test HRV, c'est justement d'avoir vraiment un outil de mesure. Quand on a le mental qui prend le dessus, on peut se convaincre de tout et n'importe quoi. Et donc finalement, il y a des biais cognitifs qui viennent fausser la réalité. Ça m'amène à une question sur les exigences, parce que les causes génèrent leurs effets, et que si on ne change pas les causes, on obtient les mêmes effets. Est-ce que tu aurais un exemple pour se remobiliser? Ça veut dire aussi changer.
C'est là où il faut apprendre vraiment à faire autrement. Et moi, j'accompagne un chef d'entreprise, là, ça me fait penser à lui. J'en suis venue à questionner sa prise de décision. D'accord. Là où avant, il arrivait à être beaucoup dans l'intuition et une prise de décision rapide, là, en fait, il repassait par beaucoup de process analytiques. Pour moi, c'est la même image qu'un ordinateur qui rame, quoi. Et donc, c'est ça, en fait, il n'y a plus de confiance et du coup, il faut repasser l'information par une multitude de filtres avant de valider ou d'invalider. Ouais. Parce que finalement, on peut vouloir être dans une démarche de performance, mais en fait, si on oublie d'aller checker ces points-là, bah, on parle de performance durable, c'est impossible d'y être. Qu'est-ce qu'il faut s'interdire de faire pour aller vers un mieux? J'encourage à réduire la voilure. Des profils comme ça qui sont vraiment dans la performance. Et du coup, c'est pas uniquement dans le milieu professionnel. Donc ça se décline sur l'accompagnement de ce chef d'entreprise. Bah déjà, ça a été justement lui, c'était le style à justement se mettre beaucoup de défis en plus du reste. Et donc ça a été de commencer par qu'il accepte en fait de pendant quelques temps, voilà, revoir les choses et revenir à des choses un peu plus douces. Comme il note des bénéfices, ça donne de la motivation à poursuivre dans ce sens-là. Et finalement, après, la question du sens, elle peut revenir et les choses peuvent être reposées, dire, OK, finalement, où est-ce que j'en suis? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que j'ai toujours envie de mettre les priorités au même endroit? Enfin, voilà, donc après, ça permet de passer à un étage supérieur. J'imagine que ce n'est pas évident parce qu'il y a des sujets d'éthique et en même temps de responsabilité sur la santé. C'est toujours la limite entre l'éthique et la responsabilité. Bon, déjà, nous, quand on intervient auprès de dirigeants et en entreprise, on ne propose pas directement des accompagnements individuels parce que pour se faire accompagner, il faut en avoir envie. Là, on en revient à la demande. Est-ce qu'il y a de la demande? Les interbattements du cœur, donc toutes les données que ça va générer par rapport au système nerveux autonome, parasympathique, sympathique, c'est des faits en fait. Donc on ne peut pas le modifier, on ne peut pas tromper cette mesure-là. Et c'est la relation de confiance qui va permettre d'être honnête, que ce soit la personne soit honnête avec elle et puis honnête avec l'expert pour que l'accompagnement porte ses fruits. C'est pour ça qu'il n'y a pas une solution pour tout le monde et qu'il y a autant de solutions que de personnes. Et qui sont vraiment adaptés pour arriver justement à le mettre en place, à le maintenir sur la durée. C'est ça. C'est ça qui est important. Jean-François? Et je m'aperçois que la différence entre une entreprise très mobilisée, très performante, enfin ultra performante, et une entreprise performante, je pense GAFA et autres, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de problème entre le passage de l'intention à l'action. Et un constat que je fais, c'est toujours, il y a des intentions qui sont tout à fait louables, tout à fait, et ils n'arrivent pas à passer à la gestuelle, ils n'arrivent pas à passer au rituel, ils n'arrivent pas à passer à l'action. Je m'aperçois qu'après des années de coaching, j'ai juste 3 questions, c'est qu'est-ce qui est, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais. Et je crois que ce qui consomme beaucoup d'énergie, c'est ce processus mental qui fait qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait faire, on n'a pas fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais? Et c'est dans l'entreprise, je m'aperçois que c'est ce décalage-là sur lequel on est quand même finalement appelé, parce que les bonnes idées, ils les ont. C'est pour ça que j'ai vraiment apprécié de vous entendre, parce que vous avez des réponses là, dans votre réalité à vous. On était vraiment ravis et honorés, je dirais même, de vous avoir aujourd'hui. C'était hyper riche. Dans ce contexte-là, oui. Pour ceux qui découvrent le format, effectivement, la possibilité de revoir le premier et puis les prochains aussi, parce que l'idée, c'est de faire vivre avec des leaders inspirants et puis aussi, nous aussi, de grandir des échanges qu'on va pouvoir avoir. Peut-être le dernier mot, ou les mots, ou l'énergie que vous évoque cet échange. Ce qui me vient, c'est toujours la richesse en fait de pouvoir croiser les expériences, les milieux, les univers et les regards. Et encore là, voilà, moi j'en sors grandi et c'est ce que je trouve passionnant, parler de relations humaines. En fait, c'est vraiment pour moi le pilier central. Merci. Julia, toi aussi, ton mot pour ce deuxième épisode? Joie. Jean-François? Ouais, énergie. C'est vrai que l'énergie me vient bien. Là, il y a eu une alchimie, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a de l'énergie. Et moi, ça va être juste merci. En fait, je ne pensais pas avoir cette opportunité un jour, mais on est tous le produit de nos trajectoires. Et donc, surtout dans la période qu'on vit, je pense qu'on a besoin de pousser l'intuition dont parlait tout à l'heure Marie-Laure, et puis quelques éléments qui nous paraissent importants pour le collectif. Donc, merci.